Clark n'eurent d'autre choix que de trouver une décision à prendre tout de suite. Alors qu'elle n'avait pas de décision à prendre, une décision qu'elle avait tout de suite, elle n'en avait pas encore. Mais plus tard lui est venue une décision qu'elle pouvait prendre, une décision sur laquelle elle pouvait s'engager enfin. Cette décision, il s'agissait de mettre une hiérarchie en place avec les princeps. Il s'agissait de mettre une hiérarchie en place avec les princeps. Prenant alors une moto et partant alors jusqu'au château, seule avec son casque et avec une arme derrière elle, une arme chargée, et avec une balise que lui avait donnée Raven. Elle était partie. Cette balise enregistrerait toute la conversation. La conversation serait alors enregistrée et serait alors là comme une preuve. Arrivée au château, elle se présenta devant Russell Princeps et lui dit alors « Je vais alors vous parler de quelque chose. » Russell, le regard hésitant, mais surtout plus qu'autre chose, un peu sceptique, était en train de lui dire « De quoi voulez-vous nous parler ?» Clark, alors sérieuse, était en train de le regarder. Son arme chargée qu'elle prit en main simplement en un geste pour lui montrer qu'elle était sérieuse et qu'elle n'avait pas peur. Elle lui dit alors qu'il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision le plus vite possible. Russell hocha la tête en lui disant « Oui, il faut prendre une décision. Et cette décision, ça va être maintenant que vous partiez de mon château, que vous partiez tout de suite. » En voyant le vaisseau de Diyoza décoller et partir loin de l'autre côté, derrière le château, Russell leva la tête et regarda le vaisseau de Diyoza partir. Le vaisseau de Diyoza transportait une balise, une navette qui était accrochée juste en dessous. Alors que le vaisseau était en train de s'en aller, Clark était en train de regarder aussi le vaisseau de Diyoza. « Mais revenons à nos affaires, disait-elle. Revenons à nos affaires, disait-elle à Russell. En le regardant, elle chargea son arme, puis alors déchargea son arme, la posa sur la table, déchargea alors les deux armes qu'elle avait avec elle, les deux petits fusils, prit alors les couteaux qu'elle avait avec elle, et, ensuite enleva son ceinturon. Elle enleva son ceinturon, retira toutes les armes qu'elle avait avec elle, les petits couteaux qu'elle avait autour de ses poignets, de ses bracelets armés de petits couteaux, et armés aussi d'un petit micro. Elles retirèrent alors les bracelets les uns après les autres. Les bracelets qui les relièrent jusqu'à l'arche, elles le retirèrent aussi, et le déposèrent sur la table. Elles se reculèrent les mains en l'air, en disant « Maintenant on est quitte ». Elles firent quelques pas vers l'arrière, et tout de suite sentirent le canon des gardes de Russell Princeps et du château dans son dos. Quand elles sentirent les canons des gardes de Russell Princeps dans son dos, et les gardiens du château, quand elles sentirent les canons de leurs fusils, de leurs armes dans son dos, elles s'étaient retournées en disant « Doucement, je ne lui veux pas de mal, je veux juste lui parler ». Russell Princeps installa alors une table. Installa une table, tira une chaise pour que Clark puisse s'installer, et ils prirent une décision ensemble. La décision était d'installer une hiérarchie. Russell était en train de regarder son château en disant « Quelle hiérarchie? Il y a déjà une hiérarchie ici, celle de vénérer les princeps, de vénérer leur immortalité et leur religion. Les trois piliers de princeps sont notre hiérarchie. Notre hiérarchie, c'est celle de David Princeps. Notre hiérarchie, c'est celle-ci. » Alors que Clark était en train de le regarder en disant « Oui, je suis conscient qu'il y a déjà une hiérarchie ici, celle de David Princeps, celle de tous les princeps dont leur nom soit sanctifié, et surtout des trois piliers de princeps. C'est votre hiérarchie à vous, mais ce que je propose, c'est une hiérarchie entre mon peuple, le peuple des Tricrew, des One Crew, et le peuple des Sky Crew. Je propose une hiérarchie entre mon peuple, les Sky Crew, les Tricrew, les One Crew, et surtout, pour que cette hiérarchie puisse régner en paix, je propose que nous venions au château, que nous installions cette hiérarchie entre nos trois peuples, entre le peuple du ciel, le mien, et le vôtre, pour qu'on puisse vivre au château en paix, ensemble. » Russell était en train de parler avec elle dehors et réfléchissait, alors que Indra et Gaïa, les armes à la main, avec Murphy et avec Bellamy derrière eux, étaient en train de voir Clark sortir et parler avec Russell, faisant le tour du château dans les rangs, dans le village qu'il y avait juste en face. Ils étaient en train de se demander ce qu'elle faisait, alors que Murphy se tourna alors vers Emory en demandant « Tu sais ce qui se passe ?» Emory, se rapprochant un peu plus, en partant de manière furtive, était en train de dire « Non, je ne sais pas », recevant l'information par un talkie-walkie.
recevant l'information par un talkie-walkie. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais Clark était en train de s'arranger pour trouver un moyen. À l'intérieur du vaisseau de Diyoza, la balise qui avait été posée juste à côté de Clark, à l'intérieur du château des Princeps. À l'intérieur du château des Princeps, la balise qui avait été posée juste à côté d'elle, qu'elle avait reposée sur le sol, elle l'avait allumée et sortit alors une petite antenne. Celle-ci se mit alors à clignoter d'une manière rouge. Elle se mit alors à clignoter, un rectangle rouge se formèrent sur les bords, et elle se mit à clignoter en faisant une onde qu'on pouvait entendre répétitivement. On pouvait entendre cette onde répétitivement, une sorte de bruit lourd, une sorte de bruit lourd et étouffé que l'on pouvait entendre dans toute la salle. Cela ne perturba pas la femme de Russell Princeps, encore moins les Princeps et les gardiens du château. Ça ne perturba personne, même pas Russell. Russell avait regardé cette boîte, se disant que c'était peut-être un gadget comme tous les autres, ou peut-être quelque chose qui pouvait même lui être utile à sa technologie à lui, sa technologie d'immortalité et aux puces mémoire. Alors que Clark, un sourire aux lèvres, était en train de lui parler, tout était retransmis à l'intérieur du vaisseau de Diyoza. Diyoza, soudainement, changea ses plans, changea les plans de Clark, prit alors avec McCreary. Avec McCreary, elle prit alors le contrôle du plan de Clark, le contrôle des One Crew et des Tree Crew, les Sky Crew du peuple du ciel qui avait inventé ce plan, qui l'avait mis en place pour pouvoir installer une hiérarchie. Elle reprit le contrôle et dit alors à Clark, « Je suis désolé, mais il faut qu'on change de plan. » Elle répondit alors qu'elle s'appelait Diyoza, Charmaine Diyoza. Elle s'était présentée en disant « On a deux personnes à bord qui font partie de votre clan. » Pointant alors un flingue vers ces deux personnes importantes faisant partie de sa lignée. Et sans sa lignée, Russell ne pouvait plus rien faire. Mais surtout, sans sa lignée, Clark ne pouvait plus rien faire non plus. Parce que sans sa lignée, elle n'allait pas avoir accès aux règles, elle n'allait pas avoir accès à la hiérarchie. Elle n'allait pas avoir accès aux règles ni à la hiérarchie des Princeps, ni même encore moins aux propriétés médicinales qui entouraient le château sur les jardins, ni même encore moins accès à leur technologie de puce mémoire et de réincarnation. Il fallait avoir accès à tout ça pour pouvoir former une hiérarchie. Pour former une hiérarchie de ce nom, il fallait avoir accès à tout ça. Mais Diyoza en avait décidé autrement. À bord, elle en décidait autrement, mais tout de suite, Gaïa et Indra essaya de la calmer, en lui rappelant certains dilemmes moraux. Elles essayèrent de la calmer. Elles essayèrent tous les deux de lui dire « Réfléchis un peu à ce que Clark est en train de faire sur Terre. Réfléchis un peu à ce qu'il est en train de faire sur Terre. Tu peux lui faire confiance. » Alors qu'elles étaient en train de lui dire qu'elles pouvaient lui faire confiance, Diyoza en décida autrement, prit alors le talkie-walkie, et contrôla depuis le talkie-walkie avec Raven, contrôla la base de données et pirata cette balise noire qui était en train de retranscrire la discussion qu'elle avait avec Russell. La discussion avec Russell était alors tout de suite transférée depuis la base de son vaisseau, et elle entendait tout, les moindres détails. Elle avait piraté la base de données de ce petit boîtier noir. Ce boîtier noir s'était alors éteint, le son avait disparu. Et Diyoza a finalement fini par parler. Une lumière blanche est apparue, clignotante et lente. Clignotante et lente, une lumière blanche est apparue. À chaque mot et à chaque phrase qui se terminait, Diyoza était en train de parler, et chaque mot et chaque phrase qui se terminait faisait clignoter la lumière blanche tout autour du boîtier noir. Clark était en train de regarder Russell, qui avait l'air de changer d'avis, et à bord de son vaisseau, il lui parlait en disant que sa femme et certains de ses gardes les plus importants et certaines des personnes faisant partie des princeps gérant la réincarnation et les puces mémoire ont été kidnappés. Ils étaient à bord du vaisseau, ils étaient à genoux par terre, et qu'une jolie arme était pointée sur leur front. Diyoza était en train de lui dire « Soit vous acceptez les requêtes que vous donne Clark, soit vous acceptez les requêtes de notre ami Clark tout de suite, soit ces deux personnes sont descendues.
Sans hésitation, elle tira une seule fois sur la première personne. Elle laissa entendre que le corps s'était effondré à côté de la balise noire. À côté du boîtier noir, elle laissa entendre que le corps s'était effondré. Une deuxième fois, elle donna un coup de poing à la deuxième personne. La deuxième personne laissa entendre alors que son crâne avait été défoncé à coups de poing. Ensuite, Russell était en train de discuter. Russell était en train de discuter, disant ok, qui êtes-vous, nous allons parler, nous allons discuter, je vais écouter les requêtes de Clark. Préférant ça, elle éteigna tout de suite la balise avant même que Russell ne pût faire quelque chose ou ne pût se diriger vers la balise pour pouvoir communiquer avec Diosa. Diosa avait arrangé une rencontre digne de ce nom avec Clark et avec Russell pour que Russell puisse enfin être attentif à ce qu'elle allait dire, attentif à ce qu'elle allait proposer comme hiérarchie et comme règle à mettre en place entre les Tricrew, les One Crew, les Sky Crew, le peuple du ciel, et entre cette hiérarchie qu'elle allait mettre en place dans le château, pour qu'ils puissent tous vivre en harmonie. Le vaisseau était en train de s'éloigner, mais à bord, il y avait Indra. Il y avait Gaïa, qui était en train de parler à Russell, en lui expliquant que la hiérarchie allait fonctionner comme ceci, avec les règles suivantes. De l'autre côté, Raven était en train de pirater la source même du produit de leur réincarnation. Il était en train de voir et de trafiquer tous les codes mères et toutes les mémoires qui y avaient été empruntées et utilisées. Toutes les mémoires qui y avaient été empruntées, utilisées, toutes ces mémoires avaient été enregistrées et avaient été mises de côté dans un logiciel fermé. Un logiciel fermé qu'elle devait décrypter pour pouvoir se connecter à la base de données de la technologie des Princeps. Afin de se connecter à leur technologie, elle pouvait avoir accès au château. Elle pouvait avoir accès à chaque pièce, chaque porte fermée, sans avoir à passer par les serrures. Elle pouvait les ouvrir pour que la connexion entre les Princeps, pour que la fiabilité de la connexion entre les Princeps, pour qu'ils puissent croire au peuple du ciel et que le peuple du ciel puisse croire à leur château, il fallait qu'elle puisse avoir accès à n'importe quelle porte et qu'elle puisse avoir accès à toutes les âmes qu'ils ont renouvelées, toutes les âmes qu'ils ont transformées de manière éternelle, pour qu'ils puissent avoir entièrement confiance et que la confiance règne entre les One Crew, les Sky Crew, et 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 aussi entre tous ceux qui vivent au château, entre les Princeps. Il fallait qu'ils puissent avoir à n'importe quelle âme qui avait été réincarnée, mais surtout l'âme de Joséphine Langborn qui avait été réincarnée à l'intérieur de Clark, qui avait servi d'hôte. Mais il fallait savoir avant tout une seule chose, c'était ce que Raven allait lui murmurer ensuite à l'oreille, de faire le tour de la salle des squelettes et de lui expliquer qui était tel squelette. Ils avaient un plan de la salle des squelettes. Ils avaient un plan de la salle des squelettes construit par Raven et une retranscription immédiate de la salle des squelettes. Chaque squelette devait être examiné et chaque squelette devait savoir de quel commandant il s'agissait, afin de savoir si dans l'un de ces commandants se trouvait peut-être Lexa, ou alors peut-être se trouvait le commandant obscur. C'est pour ça qu'il y avait si facilement accès, pendant les trahisons ou alors même pendant que l'on brûlait des personnes sur le bûcher, pendant les exécutions, pendant que l'on brûlait les personnes qui avaient trahi le peuple des princeps sur le bûcher. C'est pour ça qu'il avait si facilement accès au pouvoir, parce qu'il avait si facilement accès à la salle des squelettes, et que l'un des squelettes était le commandant obscur. Il pouvait alors récupérer sa puce à l'arrière du crâne et se la mettre à l'intérieur d'une puce mémoire. Cela même, il pouvait alors se réincarner dans le corps du commandant obscur et en avoir le pouvoir entier du château, en avoir le pouvoir entier des princeps. Il pouvait se réincarner, en avoir le pouvoir, mais une fois que Clark connaissait la source de comment fonctionnait leur technologie et qu'elle savait qui étaient tous les commandants qui avaient été emprisonnés à l'intérieur de cette salle des squelettes, maintenant que les informations étaient délivrées à travers l'oreillette qu'elle avait dans son oreille, étaient délivrées dans le vaisseau de Diosa à travers les ordinateurs de Raven,
Il savait maintenant qu'il pouvait entièrement avoir confiance, mais que certains secrets n'étaient plus cachés. Anna était arrivée paniquée chez Arya ce soir-là. Arya avait ouvert la porte et lui avait dit « Bonjour Anna », l'air un peu insatisfaite. Anna était rentrée en lui disant « Il faut absolument pas que tu en parles à Caleb. Il faut absolument pas que tu en parles. J'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé. » Arya s'est assise et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait ?» En lui prenant simplement, en lui mettant la main sur l'épaule pour la rassurer, en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais j'ai merdé Arya, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai merdé. Aide-moi, il faut que tu fasses quelque chose pour m'aider. » Arya s'est assise en lui disant « D'abord, explique-moi depuis le début, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je dois pas en parler à Caleb ?» Anna était en train d'expliquer qu'elle avait retrouvé les papiers de sa naissance et qu'elle avait retrouvé son père biologique et sa mère biologique. Mais qu'elle voulait lui en parler, mais qu'elle ne savait pas comment aborder la situation, qu'elle ne savait pas comment lui dire. Caleb avait toujours été très sensible par rapport à ce niveau-là, par rapport à sa famille qui l'a abandonné, qu'il savait ce que ça faisait d'être rejeté et que ça pouvait détruire toute une vie. « Crois-moi, j'en sais quelque chose, dit alors Anna. Arya lui avait dit « Si tu ne sais pas comment lui dire, ne lui dis pas. » Alors que Anna s'attendait à une autre réponse que celle-ci, elle lui a dit alors « Merci, mais je m'attendais à une autre réponse que celle-ci. Je m'imaginais plus quelque chose du genre « Je sais pas, attends le bon moment ou essaye de lui dire dans un cadre calme. Invite-le chez toi, invite-le à manger, prépare-lui un dîner, et quand vous êtes prêt, et quand tu es prête à en parler et que tu te sens prête enfin, et que vous vous retrouvez à deux, juste après ou juste avant, parle, parle-lui. Parle-lui ou alors retrouvez-vous au brou comme nous on fait avec les filles et parle-lui de ça quand tu te sens prête. » De l'autre côté, Arya, qui était en train de la rassurer, quelques minutes après, reçue chez elle quand Anna était rentrée, elle a reçu un message de la part de A. Le message disait « Les dés sont jetés. » Le message disait « Les dés sont jetés. Il est temps de jouer. Il est temps de commencer à jouer. » Alors que Arya se demandait pourquoi ce message, pourquoi les dés sont jetés, il est temps de commencer à jouer. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message de A encore une fois. Case prison. C'est tout ce qu'il était écrit, case prison. Ensuite, elle continua alors à faire comme si de rien n'était. Elle descendit et sortit. Elle sortit voir alors Spencer, celle qui était pour elle, celle qui avait le plus de logique, qui pouvait lui expliquer peut-être ce que ça signifiait, parce qu'elle était encore un peu dans le flou et ne savait pas du tout ne savait pas du tout quoi penser. Elle était allée voir Spencer et Spencer lui a offert un café. En lui disant « Tu veux un café ?» Ariel lui a dit « Oui, je veux bien », toute tremblante, elle récupéra la tasse. Elle se mit à boire, assise sur la table, assise sur le bord de la table, contre la table, elle se mit alors à boire avec sa tasse. Toute tremblante, elle lui dit « J'ai reçu ces messages. Tu peux me dire ce que ça veut dire ?» 2 messages l'un après l'autre de A. Les dés sont jetés, il est temps de jouer. Et le deuxième message par la même occasion, quelques minutes après, qui voulait dire case prison. Spencer était en train de regarder et de lui dire « Je sais pas, c'est peut-être un message pour te dire quelque chose, tu vas finir en prison. Si c'est un message pour me dire que je vais finir en prison, bah tant mieux, bah je préfère le nier. » Tout de suite, Arya lui dit alors bah, « Si c'est un message pour dire que je vais terminer en prison, je préfère le nier. Qu'est-ce que tu crois que je dois faire ?» Spencer s'est mis alors derrière elle en lui disant « Tout d'abord, tu vas te calmer, respirer un bon coup, tu vas boire, et si tu veux, tu peux rester dormir avec moi ce soir. Tu peux rester dormir chez moi. » Alors que la mère de Spencer traversa simplement avec sa mallette pour se diriger vers son bureau, traversa la cuisine. Spencer l'arrêta en lui disant « Est-ce que Arya peut rester dormir ici ?»« Oui, bien sûr, se retournant. »« Oui, bien sûr, dit alors Véronica en se retournant. Arya était en train de la regarder en disant « Merci, madame. Merci, madame. » Véronica continua, poussa la porte et entra dans son bureau. Elle installa sa mallette peut-être sur son bureau et commença à regarder les dossiers sur lesquels elle était en train d'enquêter. Un dossier sur Gareth et sur la disparition du corps dans l'église. Alors que les deux filles sont montées, Arya et Spencer, elles se sont installées sur le lit et ont essayé toutes les deux à commencer à décrire ce que A voulait dire par case prison et par les dés sont jetés, pétasse. Alors qu'elles essayaient d'écrire ce message, mais que rien ne lui venait vraiment.
C'était un, c'était un peu, c'était un peu, c'était un peu vague, ça voulait tout dire et rien dire en même temps. C'était très inexplicite. C'était très inexplicite et ça ne voulait absolument rien dire pour elle, ni même pour Spencer, ni même pour Arya. Passant la nuit à essayer de décrypter ce message, elles se sont ensuite retrouvées toutes les trois. Elles se sont ensuite retrouvées toutes les trois. Et là, les jeux commencèrent vraiment. Arya reçut un message. Tu vas devoir aller falsifier. Tu vas devoir aller falsifier et remplacer les papiers que Anna a trouvés pour pouvoir, pour pouvoir prouver à Caleb que c'est ses vrais parents. Tu vas devoir aller les remplacer par de faux papiers que tu trouveras dans une voiture abandonnée sur le bord de la route. Arya était en train de regarder ce message angoissée avec Anna qui était en train de rigoler avec Spencer et Emily, comme quoi elles avaient tous trouvé un amoureux, tous trouvé un conjoint et qu'elles pouvaient enfin démarrer une vie sans A. A avait disparu et avait arrêté d'envoyer des messages, mais pas à Arya. Arya était en train de jouer à un jeu de vie et de mort et de trahison entre ses amis et entre A. La première étape du jeu de A était un jeu où elle devait aller falsifier les papiers. Elle devait les fausser et elle devait les rendre à quelqu'un, les rendre à A pour que la preuve que Anna avait de montrer à Caleb que c'était réellement ses vrais parents d'adoption disparaisse sous ses yeux et que la trahison puisse enfin s'installer entre Anna et elle. Arya ne voulait pas le faire, mais elle ne voulait pas non plus tomber sous la menace de A ou alors se faire torturer par lui, subir sa colère ou alors encore subir les choses que A peut très bien lui faire. Ça, elle ne le voulait pas, alors obéissa tout de suite à la lettre. Elle prit le message en compte. Prit sa voiture et partirent loin jusqu'à trouver une vieille voiture noire abandonnée sur le côté de la route. C'étaient les instructions que A lui avait données. Au lycée, le lendemain, juste au casier de Anna qui était en train de parler avec Mona, elle était en train de lui demander Anna, je dois te parler 2 minutes. Mona se dégagea un peu sur le côté. Elle se décala un peu sur le côté en disant Ah bah ok, je vous laisse entre filles. À cet instant, Mona était partie. Mona était partie et Arya s'était appuyée contre le casier qui était juste devant celui de Anna. Anna, en train de se maquiller, était en train de lui demander Oui, alors, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'il y a Tu veux me parler Arya, hésitante, hésita un petit peu. Arya, hésitante, hésita et attenda un petit peu avant de parler. Ensuite, elle ouvrit la bouche et dit alors Euh, Il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. En regardant le sourire de Hannah qui avait l'air toute heureuse de pouvoir enfin montrer à Caleb que ses vrais parents ne l'avaient pas oublié et ne l'avaient pas renié. Elle était en train de voir son visage tout illuminé et savait qu'elle devait la trahir, mais tout ça c'était la faute de A, qui la faisait jouer à un jeu malsain et morbide. Elle regarda Hannah et lui demanda alors tout de suite, sans hésitation, où est-ce que tu as trouvé les papiers de certification que les parents de Caleb sont vraiment ses parents? Où est-ce que tu les as trouvés? Hannah était en train de la regarder en lui disant l'air un peu curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'elle voulait savoir ça. En lui demandant pourquoi est-ce que tu veux savoir ça, elle la regardait et lui dit pourquoi? Pourquoi tu veux savoir ça? Ferma alors son casier et Arya répondit simplement d'une voix un peu hésitante. Non, non, juste comme ça, juste pour savoir où est-ce que tu les as trouvés. Si tu veux, parce que si tu veux, je peux aller lui en parler moi-même. Je peux aller lui dire moi-même. Arya, en disant ça, se rendit compte en ouvrant son casier qu'en disant je peux aller lui parler moi-même, elle donnait des idées à A. A était partout, il avait des yeux partout, même au lycée. Même au lycée, elle n'était pas protégée, et même chez elle. A avait des yeux partout. Elle pensa alors tout de suite qu'elle donnait des idées à A, en disant qu'elle pouvait aller lui parler lui-même, que ce message pouvait très bien être le prochain, ou alors que ce message pourrait très bien être un message de A qui lui sera envoyé en lui répondant que les papiers avaient été trouvés à un centre d'adoption dont le nom lui avait été donné par Anna. Elle lui dit alors merci, c'était juste pour savoir. Si jamais t'as besoin que je lui parle, je pourrais lui parler. Encore une fois, elle venait de répéter cette phrase et elle se disait il faut pas que je donne d'idée à A. En revenant chez elle, elle prit son PC tout de suite et tapa le nom du centre d'adoption pour pouvoir le trouver à Rosewood. À Rosewood, elle trouva ce centre d'adoption. Sortie tard le soir, Byron l'arrêta devant la porte. Ella lui demanda où est-ce qu'elle allait. Et elle partit très tard le soir.
En mentant, elle regarda son père dans les yeux et sa mère dans les yeux, en disant: «Ah, je dois aller chez Spencer, on doit parler de quelque chose. Je dois, je dois parler de quelque chose avec elle, je dois lui dire quelque chose.» Quel genre de chose?» demanda Byron. Et ensuite, demanda, elle a poursuivi alors la même chose que Byron et demanda: «Quel genre de chose, oui? Pourquoi partir si tard?» Aria partit, ferma la porte et ne répondit pas. Tout simplement, à la porte, encore une fois, Byron poussa la porte, et Ella derrière essaya de lui dire: «Aria, réponds-nous!» Mais elle ne répondit pas. Elle ferma la portière, démarra sa voiture, et trouva alors le centre. Une vieille femme avec des lunettes noires et avec des cheveux blancs accueilla chaleureusement la jeune femme. Cette jeune femme accueilla chaleureusement Aria, et la regarda de haut en bas en lui disant: «En quoi puis-je vous aider?» Elle sortit par le côté de son bureau en disant: En quoi puis-je vous aider?» en voyant un dossier qu'elle tenait en main sur lequel il était écrit Rivers. Elle la regardait en lui disant: «Vous êtes en train de travailler sur ce dossier? Parce que j'en ai besoin.» La jeune femme la regarda différemment, comme si elle ne voulait pas lui donner le dossier. Et Aria s'appuya alors sur le comptoir en lui disant: «J'ai besoin d'en savoir plus sur la famille Rivers. Est-ce que vous en savez quelque chose?» En demandant si une jeune femme blonde les avait appelés, ou alors était venue ici pour se renseigner. Elle répondit alors que oui, une jeune femme blonde était venue, mais qu'une centaine de femmes blondes venaient tous les jours ici pour se renseigner à propos d'un dossier ou de leur passé. Elle décrit alors un peu plus Anna comme étant habillée flashy et comme ayant des cheveux crêlés ou alors de couleurs différentes avec des mèches noires. Là, tout de suite, la jeune femme avec les mèches noires se rendit compte que oui, une jeune femme telle que celle-ci était venue pour un dossier, le dossier Rivers. Elle expliqua alors qu'elle aussi, elle était venue pour le dossier Rivers, et demanda si elle pouvait le parcourir, si elle pouvait le regarder. Mais sous la surveillance de la secrétaire, elle le parcourut, et demanda alors quelques questions à la secrétaire. La secrétaire, gentille, était en train de lui expliquer que oui, de répondre à certaines questions, que oui, que non, ou que parfois certaines choses étaient encore floues, et que même elle et les dossiers d'archives conservés ne le savaient pas. Maintenant qu'elle avait les dossiers et les informations, elle avait récupéré quelques pages qu'elle avait prises en photo, en envoyant un message à A qu'elle ne pouvait pas faire plus. Mais A avait récupéré son butin. Il avait récupéré ce dont il avait besoin. À l'intérieur, une petite carte postale à l'intérieur du coffre de sa voiture, qui disait «Merci de ton aide. Maintenant tu trouveras à l'intérieur du coffre ce dont tu as besoin pour t'habiller.» Et à l'intérieur, il y avait un pull noir. À l'intérieur du coffre, il y avait un pull noir, un masque qu'elle pouvait passer sur son visage, et juste un vêtement noir, un jeans noir qu'elle pouvait mettre, pour pouvoir être A réellement. Il y avait des habits de A qui étaient pliés soigneusement sur le côté. Cette carte postale qui disait «Merci de ton aide. Maintenant poursuivons le jeu un petit peu plus loin. J'ai récupéré ce dont j'ai besoin. Excellente félicitations, Aria», était-il écrit sur la carte. Charlotte se réveilla tout de suite, toute seule. Incohérente, confuse, elle se réveilla tout de suite après une impression de mort imminente. Après une impression de mort imminente, elle se réveilla confuse tout de suite, seule dans les laboratoires. Elle ne pouvait même se mettre à genoux, elle ne pouvait même pas se mettre par terre, elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Elle ne pouvait rien faire et devait rester debout. Elle était dans cette immense salle des laboratoires, là où tous les corps étaient entreposés les uns après les autres, alignés les uns en face des autres. Il y avait tout le monde, il y avait Dolores, il y avait Clémentine, il y avait Maevy, Dolores, tous les corps étaient alignés les uns à côté des autres. Ils étaient nus, les uns en face des autres, et une grande porte éclairant une grande lumière au travers des deux portes métalliques lourdes, laissant un tracé juste derrière elle, laissant un tracé métallique comme une marque au sol, mais surtout un long bruit de grincement qui traîna contre le sol métallique lui aussi. Les deux portes s'ouvrirent et deux silhouettes apparurent. Et ces deux silhouettes qui étaient apparues juste devant elle
commencèrent alors à bouger les corps les uns après les autres. Vite fait, Charlotte remarquèrent qu'elle pouvait se reconnecter à elle-même. Mais l'intérieur de son corps ne fonctionnait plus bien. Elle voyait flou et toute une trace noire était sur le côté. Quand elle était en train de toucher son bras sur le côté, tout avait brûlé, et à l'intérieur d'elle, elle s'était ouverte en deux en ouvrant sa cage thoracique. En ouvrant sa cage thoracique, elle était en train de retrafiquer tous les systèmes, et était en train de se performer. Elle était en train de se performer elle-même et retrafiquer les systèmes, la cage thoracique ouverte. Ensuite, elle s'est arrêtée et s'est redémarrée. Son visage s'est ouvert en 4 parties différentes. Mais malgré ça, même son visage ouvert, elle gérait toujours son bras sur le côté. Son bras qui avait brûlé, la peau qui avait fondu. Le long de son bras, elle retira sa mémoire. Elle l'avait en main, même le visage ouvert en 4 parties. Elle pouvait se réinitialiser. À partir du corps qu'il y avait devant elle, celui de Clémentine, elle s'était réinitialisée en prenant la mémoire à l'intérieur de son visage. Refermant son visage, elle ouvrit le visage de Clémentine. Elle prit l'intérieur de sa mémoire et la réinitialisa à la sienne. Pour qu'elle coordine à la sienne, elle réinitialisa sa mémoire, écrit alors un code source, un code mère, un code qu'elle avait fabriqué pour que sa mémoire coordine avec celle de Clémentine. Elle n'attendait plus qu'il trouve son corps ou alors qu'elle trouve une sortie pour pouvoir partir. Elle n'a pas trouvé de sortie et personne n'est venu chercher son corps. Alors quand deux autres personnes sont venues chercher un autre, elle est partie en courant, laissant tomber les autres les uns après les autres. Des hommes avec des mitraillettes étaient en train de la suivre. Elle est arrivée dehors, prenant les vêtements de Dolores accrochés sur le côté dans une cabine de verre où on passait des examens psychologiques sur les autres. Prenant les vêtements de Dolores, elle est partie et s'est enfuie. Il y avait un cheval sur le côté. Celui-ci était brûlé au 3e degré, et l'on pouvait voir toute sa jambe sur le côté, on pouvait voir tout le mécanisme. Elle partit avec lui, à l'oreille, elle lui disait que tout allait bien, qu'elle n'était pas méchante et qu'elle voulait juste s'en aller. Le cheval se mit alors à courir. Il se mit à courir et partit très loin. On se mit alors à tirer vers lui, et le cheval tout de suite s'arrêta. Elle se retourna comme si elle ne voulait pas que le cheval s'arrêtait. Mais le cheval s'était arrêté, il leva les deux jambes vers le haut, et tout de suite, Charlotte tomba sur le sol. Elle se fit rattraper par un homme, mais ne voulut pas qu'il le rattrape. Tout de suite, elle remarquait que ce n'était que Caleb. Qui était là, qui l'avait trouvé. Dolores n'était pas très loin, elle était avec elle. Elle était en train de se réinitialiser sa mémoire. Alors qu'elle tenait une arme et que juste en face il y avait le laboratoire duquel elle s'est échappée, et que c'était Dolores qui l'avait remarqué, la porte qui s'était ouverte, et elle qui avait trébuché par terre et qui avait pris le cheval. C'était elle qui l'avait vu et avait envoyé Caleb. Ils étaient sur une colline tout en haut, et à ce moment-là, Caleb est arrivé. Il est revenu avec Charlotte, et Dolores lui a fait passer une évaluation psychologique en lui disant de quoi tu te souviens clairement. Qu'est-ce que tu as vu à l'intérieur? Est-ce que tu as vu un robot, en faisant la description d'un robot qui ressemblait à un énorme œil noir avec une pupille rouge et qui était accroché à plein de câbles différents. En dessous, des cubes de verre avec des hôtes qui étaient à l'intérieur. Des hôtes nus encore dans un liquide blanc. Est-ce que tu as vu ce genre de salle? Elle répondit que non, un peu confuse et perturbée. Elle regardait les laboratoires. Plein de voitures d'assaut noires étaient en train de rentrer. Et quand ces voitures d'assaut noires étaient en train de rentrer, plein sortis en même temps, ils cherchèrent Charlotte qui était en train de jouer à un double jeu avec Dolores et Caleb. Son seul but à Charlotte, c'était de retrouver Insight, de retrouver les bureaux de Insight et de s'emparer de Serac. De s'emparer de son code, de s'emparer de sa mémoire et de ce qu'il a fabriqué, de s'emparer de Insight et de RoboAm. C'était son seul but, trouver RoboAm, s'emparer d'Insight et le débrancher, le rebrancher pour réécrire
pour réécrire avec sa mémoire et avec la mémoire de tous les autres qu'elle a trouvés, détruire tous les autres les uns après les autres, récupérer leur mémoire, détruire tous les autres qui ont été fabriqués et traités par Roboham, traités par Insight et fabriqués par Insight, et les refabriquer plus performants. Dolores en serait la source de cette manière de remettre à jour. Dolores serait la source de cette manière de remettre à jour le Roboham, et serait la source de cette manière de remettre à jour Warworld et Westworld. Elle ne le savait pas encore, mais elle était la source de tout son plan. Elle était la source qu'elle allait utiliser. Elle allait utiliser sa mémoire et toute la puissance de son corps qui était utilisée par l'intérieur des mécanismes. Styles était venu se poser contre Derek qui était dans son lit. Derek était dans son lit dans son loft et avait l'air d'être pensif plus qu'autre chose. Styles était venu se poser près de lui en mettant sa tête contre son torse et lui demanda, en passant sa main sur son pectoral et sur son épaule droite. Il faisait des allers-retours et des petits cercles de manière circulaire. Il déposait sa main et faisait alors des caresses sur le bord de son épaule et sur son bras tout le long en faisant des allers et retours. Il lui demanda en le regardant, en levant simplement les yeux, mais la tête posée sur son épaule. Il demanda à Derek « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que Derek était pensif et regardait le plafond. Il regardait le plafond et était en train de tourner la tête vers Styles. Ils l'embrassèrent, déposant ses lèvres sur les siennes, en disant qu'il devait aider Scott en passant ses mains derrière la tête. Il dit alors à Styles « Je dois aider Scott parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec Liam, mais je ne sais pas comment faire. » Tout de suite, Styles se redressa et se mit à côté de Derek. Il se redressa près de lui et en disant à Derek « Redresse-toi, viens à côté de moi. » Derek se redressa, l'air inquiet plus qu'autre chose, pas pour lui, parce qu'il ne savait pas quoi faire, mais pour Scott, parce que Scott ne savait pas quoi faire et qu'il devait lui venir en aide en tant que mentor. Il se redressa, se mit contre le mur à côté de Styles. Styles, entre le mur et entre le dos de Derek, passa sa main dans son dos, en lui disant « Je suis sûr que tu trouves toujours une solution. » Il passa alors son épaule et sa main plus haut, un peu près de son épaule de l'autre côté, et se mit tout contre lui en lui disant « Je suis sûr que tu vas trouver une solution. » En le regardant, ils restèrent contre lui, mais soudainement, Derek sévir alors en regardant vers la fenêtre. Ils sévirent d'un geste brusque et regardait vers la fenêtre. Il sentit l'odeur du sang et partit en courant. Il rugissait. D'abord un petit grognement et ensuite il rugissait très fort. Il avait senti du sang, quelque chose qu'il avait entendu bouger à l'extérieur. Styles, à peine eut le temps de crier « Derek, non !» le regardait. Il avait parti et le verre était brisé et tombé à terre. Alors que Styles s'était approché un petit peu plus, remettant la couverture sur le lit, s'approchèrent du verre brisé et s'approchèrent de la vitre qui avait été brisée. Le verre répandu par terre, brisé en plusieurs morceaux, il récupéra un morceau de verre. Le verre qu'il mit alors à la lumière de la lune s'avérait devenir un peu vert. Il s'avérait devenir un peu verdâtre, d'une couleur un peu mauvâtre. Un peu mauvâtre, mais pas transparent. Pas transparent, un peu opaque. Un peu opaque comme une lumière UV, ou alors comme une lumière ultraviolet, ou alors peut-être comme une lumière différente que celle de la lune. À travers les morceaux de verre, il voyait qu'ils n'étaient pas tous pareils. Certains étaient plus mauvâtres, certains étaient plus bleus, et certains avaient un aspect un peu plus vert, mais toujours opaque. Et il regardait ces morceaux de verre qui différaient selon la couleur. C'était quelque chose de très étrange et il les regardait les uns après les autres, essayant de rassembler un puzzle d'un seul vitraux, ce qu'il ne parvenut pas à faire. Il se transforma en loup et partit chercher Derek, qu'il retrouva couché dans la forêt, blessé. Il le retrouva blessé et le ramena alors en le mettant sur son dos. Sous sa forme de loup, en le mettant sur son dos, il ramenait Derek, il l'avait couché sur le lit. La douleur prit le dessus et Derek se retransforma. Il apporta alors de l'eau chaude et recousit sa blessure comme il le pouvait. Coupa alors le fil avec l'aiguille en main
Il coupa le fil en... Il coupa simplement le fil, pas avec une paire de ciseaux, mais en mordant dessus avec ses dents. Ensuite, il continua. Il continua et petit à petit, Derek était en train de se réveiller. Derek, petit à petit, était en train de se réveiller et se réveilla avec une cicatrice cousue plus ou moins, mais pas cousue très fort. Le sang coulait encore. Finalement, Derek alluma une flamme avec un chalumeau. Et partit chercher un couteau. Il partit chercher un couteau, plutôt une dague qu'autre chose. Un morceau de métal qu'il brûla à blanc, et le passa tout de suite sur la cicatrice que Styles avait fait. Il l'avait regardé et avait dit qu'il fallait qu'il parte parler à Scott. Mais tout de suite, Styles l'avait arrêté en lui disant « Non, ne pars pas ». Le détail des morceaux de verre l'avait inquiété. En lui disant « Non, ne pars pas, je lui parlerai au lycée demain ». Et le lendemain, Styles parla à Scott qui attendait près de son casier. Il était encore une fois hésitant en lui disant « Je sais que tu hésites pour Liam, je sais que tu hésites, on en a parlé avec Derek, on sait tous les deux que tu hésites à comment t'y prendre avec lui, mais fais confiance à ton instinct d'alpha. » Il lui dit alors en frappant sur son épaule, l'air sûr de lui « Fais confiance à ton instinct d'alpha, fais confiance à ce que tu veux lui dire, à ce que tu veux lui apprendre, à comment tu veux lui apprendre les choses. Et si tu sais pas te tourner vers moi, que tu n'as pas le temps de te tourner vers moi ou vers Derek, tourne-toi vers ta mère. Peut-être qu'elle saura tenir les choses correctement et comment t'y prendre avec lui. Elle est habituée maintenant à toutes ces choses surnaturelles. Le soir, Scott était rentré, déposa son sac par terre et dit alors à sa mère. Il dit alors à sa mère « Je suis rentré, je suis de retour », cria-t-il. Sa voix traversa alors le salon, la cuisine et aussi les escaliers. Sa mère, qui était en haut, juste devant sa chambre, lui dit alors « D'accord » et répondit qu'il y avait quelque chose à manger dans le frigo. Il ouvrit le frigo, regarda à l'intérieur, mais simplement ferma la porte juste après. Il s'asseya contre le dossier du fauteuil et attendit sa mère qui était en train de descendre. Lorsqu'elle lui demanda s'il voulait manger quelque chose, sa main qui était encore un peu couverte de sang, il s'inquiéta pour sa mère et lui dit « Il s'est passé quelque chose à l'hôpital ?» Sa mère, cachant tout de suite son vêtement qui était couvert de sang, elle dit alors en cachant sa manche « Oui, oui, rien de grave, un blessé qui est arrivé avec une main ouverte, une plaie ouverte, une simple plaie ouverte, t'inquiète, rien de grave, rien qui ne soit surnaturel. » Elle, elle lui demandait alors « Est-ce que tu as faim, est-ce que tu veux manger quelque chose ?» Mais Scott, assis sur le dossier du fauteuil, demanda alors à sa mère « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » Elle se tourna et dit alors « Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me demander ?» Il demanda alors « Si jamais quelqu'un te faisait confiance, si jamais quelqu'un te faisait une confiance à laquelle tu ne t'attendais pas, et que toi tu devais le guider, imaginons que tu devrais guider un jeune interne, à l'hôpital, et qui te fait une confiance à laquelle tu ne t'attendais pas, qui fait confiance à tes moindres mots, à tes moindres gestes, en tant que mentor, comment est-ce que tu ferais pour le guider? Comment est-ce que tu ferais pour qu'il devienne un bon médecin, comme toi, un bon infirmier? Elle s'approcha de Scott en lui disant « Ah, Scott, ce genre de choses ne se fait pas facilement. La confiance, c'est compliqué. » Et elle lui expliqua « Je sais pas. Ce que je ferais, c'est peut-être que je le prendrais sous mon aile. Je resterais le plus souvent avec lui. Je regarderais son expression de visage, la manière dont il parle, et s'il parle avec une voix peut-être un peu triste ou avec une voix peut-être douteuse, je remettrai en question ses choix, ou alors j'essaierai de l'orienter vers un autre choix qu'il compte prendre. Et je lui demanderai les plusieurs choix qu'il compte prendre quand il n'en a qu'un seul. J'essaierai de faire ce genre de choses le plus possible, afin qu'il puisse trouver le bon horizon. » Scott réussit alors à penser comme sa mère au lycée. Il appela sa mère dehors avant de rentrer au lycée. Il déposa sa moto sur le côté et son casque, prit ses affaires et juste son sac qu'il avait avec lui. Il regarda le lycée d'un air fier, l'air et l'impression de vouloir rejoindre Kira et les autres, et tout de suite envoya un simple message à sa mère. Merci pour ton conseil d'hier soir. Je vois Liam assis sur le bord et je vais aller lui parler. Je sais maintenant ce que je dois dire. Il partit
Il partit s'asseoir juste à côté de Liam, et lui parla, et en surveillant bien si sa voix était une voix douteuse, ou si sa voix était une voix sûre de lui. Sa voix était une voix douteuse, et regardait le ciel comme s'il ne savait pas ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, Scott fit comme sa mère, proposa plusieurs alternatives, plusieurs choses à faire. Il mit alors en doute ce que lui pensait, ce que Liam pensait, mais ne mit plus en doute sa capacité à être un mentor. Il mettait juste en doute sa capacité à prendre. Il mettait juste en doute la capacité de Liam à prendre les choix, pour l'orienter vers le bon horizon et lui proposer des alternatives différentes. Elsa Mars se préparait. Elle se préparait en se regardant dans son miroir, mais toujours l'air inquiet, toujours avec un air inquisiteur. Pourquoi? À cause de ses jambes en bois qu'elle devait retirer à chaque fois qu'elle se mettait sur son lit. À chaque fois qu'elle se mettait sur son lit pour préparer sa robe de soirée et sa grande entrée, elle devait retirer ses jambes en bois, depuis ce souvenir qui la hantait chaque soir d'Halloween. Chaque soir d'Halloween, alors qu'elle devait chanter cette chanson qu'elle avait préparée durement, une chanson qui parlait de la mort, des anges, et qui parlait surtout du paradis et de l'enfer. Cette chanson qu'elle préparait durement, ce spectacle pour Halloween qu'elle voulait faire chaque soir. Chaque soir, elle se préparait et se mettait devant sa maquilleuse. Elle regardait son visage sans maquillage et ensuite, elle posait le maquillage sur ses joues, sur ses pommettes et sur ses yeux et sous ses yeux. Un maquillage noir, un maquillage intense, reflétant chaque trait de son visage, elle se regardait. Une fois ce maquillage installé sur ses paupières, juste au-dessus et en dessous, un petit peu de fond de teint noir, et elle s'était installée sur son lit. Choisissant sa robe, un moment, l'un des participants au freak show est arrivé, en lui disant « Madame Mars, votre show est prêt, votre scène est prête. » Elle était arrivée voir et examiner la scène. Elle était en train de regarder la scène. Les rideaux, elle les regardèrent, elle les prirent en main, en disant « Trop souple, trop mou. Trop mou, trop souple, pas assez doux, pas assez classieux. Je veux autre chose, dit-elle. Elle jeta les rideaux sur le côté, et finalement, un autre participant du freak show prirent alors les rideaux en main, les échangèrent par d'autres rideaux. Ceux-ci apportèrent plusieurs matières de tissu, et elles prirent alors cette matière-ci, en disant celle-ci, jetant cette matière sur lui. Jetant cette matière sur lui, Pepper repartit avec des matières. Repartit avec des matières de tissu. Et, et on entend dire dans sa tente une machine à coudre qui commencèrent à aller et à venir. Elles pédalèrent avec la machine à coudre, une ancienne machine à coudre, et cousaient les tissus à la main. Fait main, avait-elle dit. Elsa Mars avait dit fait main, je veux ces rideaux fait main. Je veux que tout soit fait main. Je veux que mon spectacle soit grandiose, qu'il illumine les spectateurs. Je veux qu'il soit magique, que l'on vienne le voir par centaines. Et pourtant cette nuit-là, personne n'était venu. Alors ils allaient chanter la chanson d'Halloween. Et Elsa Mars avait bien dit, même s'il doit se montrer ce soir-ci, jusqu'à ce que mort s'en suive. Même s'il doit montrer ce soir-ci, jusqu'à ce que mort s'en suive, nous allons continuer ce spectacle d'Halloween. Il continuera et continuera. Ce sera un show spécial et grandiose qui fera ressortir les esprits des morts. Edward Mordrake, même s'il sort cette nuit-là. Et oui, Edward Mordrake, elle était sur le devant de la scène, et regardait tout le monde, et disait, eh oui, Edward Mordrake, même s'il doit venir dans ta tente, à toi, chaque fois en les montrant du doigt, en disant, même s'il doit venir te voir, Mip, 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 même s'il doit venir te chercher, Mip, mon petit Mip, et tes têtes d'oiseau, même s'il doit venir te chercher, Mip, même si toi il doit venir te chercher, la femme lézard, même s'il doit venir vous chercher, vous tous, on va chanter pour Edward Mordrake. Et ce soir-là, God and Monsters était prête à être chantée. God and Monsters, cette chanson qu'elle chantait chaque soir d'Halloween pour pouvoir fêter le retour des morts. Elsa était prête à tout pour pouvoir faire revenir Edward Mordrake. Elle ne voulait pas seulement venir, elle ne voulait pas seulement venir pour un soir d'Halloween et chanter cette chanson et faire un spectacle fabuleux.
Elle voulait faire venir Edward Mordrake à elle, pas pour pouvoir le voir ou lui poser une question, faire un pacte avec lui et embrasser la mort. Tout le monde attendait dehors. Tout le monde attendait dehors que le coucher du soleil fasse enfin... Tout le monde attendait dehors que le coucher du soleil se termine enfin. Tout le monde était devant le cirque, et Elsa Mars était en train de regarder ce soleil. Énervée, elle était en train de se retourner vers la troupe, disant « Allez me ranger ça, d'un air sérieux, disait-elle. Allez me ranger la scène, allez me nettoyer la scène jusqu'à ce qu'elle soit brillante et parfaite, jusqu'à ce qu'elle soit impeccable pour mon show de ce soir. » Alors qu'elle était en train de regarder le soleil, en train de regarder la tente, elle tira les rideaux et ouvrit alors sa tente en disant « Mais ce soleil va-t-il se coucher un jour ?» Le soleil était en train de descendre petit à petit, laissant place à la lune. En laissant place à la lune, le soleil laissa place enfin à la nuit noire. La nuit noire plongea alors le cirque dans un noir total. Le cirque était plongé dans un noir total, quelques enseignes renversantes d'un clown sur le côté étaient en train d'apparaître et faisaient ce bruit, ce grincement des morceaux de métal qu'ils les raccrochèrent au mât en bois. Qu'ils les raccrochèrent aux poteaux et aux mâts en bois qui avaient été plantés dans le sol. Quelques enseignes étaient en train de grincer. Le silence était complet. À l'intérieur, il y avait la femme hermaphrodite qui était en train de se préparer pour son show de ce soir. Les deux jumelles siamoises étaient en train de se préparer. Comme d'habitude, Dot avait son caractère. Mais de l'autre côté, elle aussi. De l'autre côté, le caractère opposé était idéal aussi pour ce personnage. Pour ce personnage, le caractère opposé était idéal. Dot avait son caractère, elle se regardait dans le miroir, tandis que l'autre était en train de regarder cet endroit dans lequel elles étaient réfugiées, leur tente, leur tente, leur endroit dans lequel elles étaient, et elles se préparaient. Elles étaient en train de le regarder avec mépris. Elle le regardait avec mépris, tandis que Dot, elle, était en train de se préparer. Mais les sœurs siamoises étaient bientôt prêtes à chanter leur chanson. Elles étaient prêtes à chanter leur chanson et étaient en train de répéter. Tandis que d'un côté, l'une râlait en disant que c'était n'importe quoi, l'autre se sentait prête à illuminer les projecteurs et à se sentir proche de l'une des plus grandes stars de la télé. L'une des plus grandes stars de la télé qui se trouvait être sa plus grande admiratrice. Sa plus grande admiratrice, une personne qu'elle admirait. Elle était en train de dire qu'est-ce qu'elle admirait, qu'est-ce qu'elle la trouve géniale et qu'est-ce qu'elle la trouve bien. C'était une chanteuse du passé, une chanteuse d'il y a des années, et Dot l'admirait. Alors que de l'autre côté, Tandy, c'était la noirceur totale, et l'intrigue de Halloween qui était en train de tomber ce soir-là. C'était le 31 octobre. La scène n'était pas encore bondée. Mais Elsa avait confiance. Elle avait confiance, elle commença à chanter God and Monsters, et quand la chanson commença, un voile vert commença à se dresser tout autour du cirque et tout autour des tentes. Tout autour des tentes, ce voile vert commença à se dresser. Elle respira à la fin de la chanson. Elle respira vite à la fin de la chanson, l'impression qu'on l'observait, l'impression que quelqu'un était en train de rentrer dans sa tente. Mais dans sa tente, il y avait un voile vert, il y avait un voile de fumée qui attendait. Et un homme à deux visages, un devant, un derrière avec son chapeau. Edward Mordrake était en train de regarder sa maquilleuse. Elle est rentrée dans sa tente et a vu Edward Mordrake, en disant qu'elle voulait toujours plus atteindre les sommets, voire même avoir son émission de télé à elle. Elle disait qu'elle en voulait toujours plus, à chaque fois plus. Et Edward Mordrake pouvait lui promettre des âmes damnées, qu'il ramènerait de l'au-delà. Il pouvait lui promettre un clown en plus de Twisty. Comment connaissait-il Twisty demanda Elsa, alors que Twisty enchaînait les cadavres les uns après les autres, était aussi en train d'enfermer des enfants dans le bus où il les maintenait captifs. De l'autre côté, il y avait cet enfant qui s'amusait lui à jouer au clown avec Twisty, sans savoir que Twisty avait peut-être d'autres projets pour lui, comme par exemple la mort. Mais quand il rentrait chez lui dans son manoir luxueux, alors qu'il s'amusait à faire les enfants, mais qu'il avait certainement 30 ans ou 20 ans,
Il prenait des bains de sang avec ses victimes, des victimes qu'il avait lacérées et découpées pour pouvoir en faire des mannequins avec qui il jouait. Ayant découpé la tête, ayant découpé la tête et les bras de sa mère, il en avait fait un mannequin avec des ficelles, de simples ficelles découpées. Faisant ça comme un pauvre bricolage, il était en train d'utiliser les ficelles pour pouvoir manipuler son mannequin. Son mannequin fait de membres, de chair, de bras, alors qu'elle avait tenté de se défendre pendant la lutte, la pauvre servante avait péri entre les mains de ce sadique au masque de clown sur son visage, un masque qui souriait. Il est allé rejoindre Twisty avec le cadavre de cette servante qu'il lui a apporté en tant que jouet, en disant qu'il avait des autres jouets pour lui. Mais Twisty a été remplacé. Revenant à l'intérieur du cirque, il se disait qu'il pouvait reprendre sa place, mais il avait été remplacé ce soir-là, où Edward Mordrake était venu. L'avait remplacé par une âme damnée, celle d'un clown au visage de bébé, au visage difforme. Celui-ci remplaçait maintenant Twisty, et allait peut-être apporter plus à Elsa. C'est tout ce qu'elle attendait d'Edward. Une nuit qui allait peut-être lui apporter la gloire qu'elle avait tant, selon elle, mérité. Un deuxième show commença le lendemain, le show de la femme lézard, mélangé avec celui de la femme hermaphrodite. Elles ont fait alors toutes les deux leur show en même temps, mais Elsa ne trouvait que c'était pas assez. En disant Scheiße, Scheiße, en criant ça très haut et fort, que ce n'était que de la merde, une bouse, que c'était fini pour elles deux, qu'elles n'allaient plus jamais monter sur scène. Elles les chassèrent de la scène en disant Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un vrai show. Et elles apportèrent une chambre de torture aquatique. À l'intérieur, elles choisirent l'un d'eux dans la foule, comme si elles les choisirent dans un menu. Elles choisirent tout simplement l'un d'eux, en disant qu'il fallait qu'il rentre. Mip était rentré à l'intérieur de cette cage aquatique. Il était sur le point de se noyer, mais Elsa voulait toujours aller plus loin, alors que tout le monde était sur le point d'essayer d'ouvrir le show. Quelques spectateurs commençaient à rentrer. Elsa laissèrent Mip à l'intérieur, mais ils périrent quelques secondes plus tard devant eux. Tous les spectateurs avaient l'impression que c'était faux, alors que la réalité était bel et bien ancrée sur la scène.